aussi tout au long de la journée si vous avez besoin, me poser des questions et que je puisse y répondre. Alors ce matin, je vais vous parler de la reproduction des rapaces en milieu captif. Alors à savoir que, un petit peu de législation, hein, les rapaces sont protégés dans le monde entier, tous les rapaces. Que ce soit les chouettes, les hiboux, les buses, les aigles, les faucons, peu importe. Tous les rapaces sont protégés dans le monde entier. Pourquoi ce petit message? Bien tout simplement parce que chaque année j'ai beaucoup de coups de téléphone au printemps en me disant j'étais aux champignons, je me suis baladée, j'ai trouvé une petite chouette. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux la garder? Qu'est-ce que je dois lui donner à manger? Pas du tout. C'est un acte de braconnage, on n'a pas le droit. Alors, autre chose, il faut savoir que ces petites chouettes, naturellement, c'est souvent les chouettes hulottes qui font ça, parce que très naturellement, elles vont se mettre donc au bord de leur nid et elles vont se laisser parachuter avec leurs plumes, enfin, même pas des plumes, c'est du duvet, mais elles vont tomber au sol. Et elles vont visiter leur nouvel environnement, tout simplement. Et quand c'est le moment, eh bien, elles savent très bien remonter à leur nid, à l'aide de leur serre. Elles montent à l'arbre comme un chat le ferait. Donc il faut le savoir, c'est naturel. Donc il faut laisser, surtout l'homme est un prédateur, donc se tenir à distance de ces petites chouettes quand vous les voyez. Donc merci de faire passer le mot aussi, c'est important. Excusez-moi, et si on en trouve une qui est blessée, à qui alors on doit téléphoner? il faut vous adresser à un centre de soins. Quel genre de centre de soins? Il y a des centres de soins, donc dans le sud-ouest, il y en a 2 dans notre région. Il y en a un au Pays Basque et un à côté de Mont-de-Marsan. Donc il faut Parce que moi, ça m'était arrivé l'année dernière, j'ai téléphoné à plein de vétérinaires, ils ne savaient pas où m'adresser. Non, il faut aller sur un centre de soins. Même moi, je ne peux pas accueillir ces oiseaux. On n'a pas les autorisations. Tous nos oiseaux qui sont sur le parc sont tous nés en captivité, ils sont tous issus de captivité. Ils ont des papiers, on peut tracer la descendance pour pouvoir remonter jusqu'aux arrière-grands-parents. Donc vous voyez, il n'y a pas d'oiseaux qui viennent de la nature. Donc il y a un brassage qui se fait sur beaucoup de pays, bien sûr, hein, pour éviter la consanguinité. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe en captivité. Alors pour en revenir à notre sujet, donc on peut imaginer que reproduire des rapaces, c'est assez simple, hein, on va mettre un mâle, une femelle, on les met ensemble et on a des œufs et on a des jeunes. Ne me mentez pas, vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Non. Non, parce qu'il était difficile tout à l'heure. Ah, il a déjà dit. Eh bien, effectivement, mettre un couple de rapaces ensemble, c'est assez compliqué puisque souvent la femelle qui est beaucoup plus imposante souvent que le mâle, je dis souvent parce que pas toutes les espèces, mais en tous les cas, quand ça arrive, la femelle est très belliqueuse et elle ne va pas forcément tolérer le mâle qu'on va lui présenter. Donc il va falloir avant, en amont, qu'on fasse les présentations et savoir si ils sont susceptibles de se tolérer ou pas. Alors des fois on a l'impression que tout va bien, il y a des petits chants, des petites choses qui se passent et on tente le coup, on les met ensemble. Eh bien la femelle va pondre effectivement, mais les œufs seront toujours clairs. Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'elle ne va pas accepter la copulation. Ils sont stériles. Non, c'est pas une question de stérilité, c'est une question de ne pas accepter la copulation. D'accord. Donc l'acte. Ah oui. Voilà, ils ne sont pas amoureux tout simplement. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette attirance dans le couple pour qu'il y ait des jeunes. Par contre, quand le couple est formé, c'est pour la vie. Jamais, même dans la nature, ils vont donc, on va voir le mâle et la femelle évoluer. Ils ne seront pas forcément collés, mais ils vont se tolérer sur le même territoire et seulement au moment de la reproduction, ils vont se rapprocher donc pour pouvoir faire la copulation pour les œufs. Et des fois, il faut aussi que le mâle aille chasser pour la femelle pour qu'elle puisse rester au nid. Et puis des fois, ils échangent. C'est le mâle qui va couver et la femelle qui va aller chasser. Donc en fait, il y a une corrélation qui se fait à ce niveau-là, mais seulement au moment de la reproduction. Alors autre chose, donc on reproduit, on va dire qu'on a une véritable agence matrimoniale, enfin on en a monté une, hein, puisque chaque année on a entre 30 et 40 jeunes qui viennent au monde.
Nous, on va prélever les œufs ou les jeunes, mais essentiellement des oiseaux nocturnes. Vous savez ce que c'est qu'un oiseau nocturne, hein, les chouettes et les hiboux. Hein. Donc pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des oiseaux qui sont extrêmement sensibles, qui ont très très peur de l'homme. Donc si, évidemment, on va les laisser élever par les parents, elles vont rester sauvages. Et on peut imaginer que c'est inconcevable de garder des oiseaux en captivité complètement apeurés. À savoir que nous, évidemment, on a des soins à faire, on a du nettoyage à faire, de l'entretien sur les volières, on a du public qui viennent les voir également. Donc, quel intérêt d'avoir ces oiseaux effrayés toute leur vie? Aucun. Surtout que notre but, c'est de les faire voler avant toute chose. À savoir que tous les oiseaux qu'on a en couple, eh bien, ce sont des oiseaux qui ont déjà une très grande carrière pour certains de vol. C'est-à-dire que, pour vous donner qu'un exemple, on a une femelle de hibou grand-duc européen qu'on a mis en reproduction qui avait plus de 20 ans. 20 ans de spectacle. Et la première année où on l'a mis en couple, elle commençait à avoir des attitudes de reproduction vis-à-vis de nous, donc ça devenait dangereux pour nous, donc il a fallu lui trouver un partenaire. Et c'est souvent comme ça qu'on décide de mettre les oiseaux en couple, c'est quand ils commencent à avoir des attitudes de reproduction avec nous. Oui, ben en fait c'est la complicité, c'est la façon dont on travaille l'oiseau qui fait que cette relation est tellement complice. Elle n'est pas affective du tout, hein. Le rapace n'a pas ce côté affectif que pourrait avoir le perroquet par exemple. Mais par contre, dans l'attitude, il y a une très grande confiance. Il se livre à nous, donc le fait de se livrer à nous, ben, on commence à avoir une petite brindille qui nous apporte une petite brindille, un petit caillou, un petit truc. Et là c'est des actes c'est des signes de reproduction. Il veut faire son nid, donc il va commencer. Et après, ça peut être évidemment plus virulent. Donc c'est là où on met les distances et on dit, bon ok, on va s'occuper de toi autrement. Donc, on a pris ces jeunes, on a pris ces œufs. Souvent les œufs, hein, bien sûr, on va les mettre en incubateur. Là, il va falloir compter une trentaine de jours. Au bout d'une trentaine de jours, donc c'est le temps qu'il va falloir, donc c'est plus ou moins long ou court, hein, suivant les espèces, mais en tous les cas, il leur faut en moyenne 1 mois pour se développer dans cette coquille. Bon, je ne vais pas aller sur les choses techniques, mais en tous les cas, au bout de cette période, vous avez tous des coquilles. 9 durs, on est bien d'accord? Oui. Ah. Vous avez tous observé, ça c'est pas sûr, cette petite cavité qu'il y a dans le blanc de l'œuf, mais ça va vous parler. Une petite cavité hein, dans le blanc de l'œuf. Vous savez pas ce que c'est? Quoi? Avec la membrane, une petite... C'est là où il y a l'air? Alors c'est la chambre à air, tout à fait. C'est la chambre à air. Et donc cette chambre à air, quand le petit est fini de former, il prend toute la place dans la coquille. Et il prend tellement de place que cette chambre à air, au bout d'un moment, avec son dos, elle bascule. Elle passe par-dessus sa tête. Et là, c'est quand cette chambre à air passe au-dessus de lui, qu'il sait que c'est le moment. Et là, il va percer naturellement donc cette chambre à air. Et il va respirer pour la première fois. Et nous, on va les entendre dans la coquille, en train de piailler. On dit, ça y est, c'est fait, ça va être le moment. Évidemment, ça va partir très très vite. Cette air, évidemment, elle est très... Il n'y en a pas beaucoup, donc il va falloir qu'il aille respirer donc l'air extérieur. Donc pour respirer cet air extérieur, il va casser la coquille. Avec, au bout de son bec, il y a une petite excroissance qu'on appelle le diamant. C'est une partie qui est très très dure. Et donc qui va lui permettre de casser cette coquille. Quand... le bec, c'est une kératine. Hein. Ce diamant, il va le perdre au bout de 3 semaines à peu près. Le bec va pousser et il va disparaître. En tous les cas, quand il a percé la coquille, il va avoir 2 jours pour faire le travail, pour la découper. Alors 2 jours, parce que le jaune de l'œuf a été absorbé par l'abdomen. C'est de ce qu'on appelle le vitellus. Et donc c'est son premier repas. C'est ce qui va lui donner l'énergie nécessaire pour faire ce travail. Mais au bout de ces 48 heures, en fait, eh bien, s'il n'a pas fait le travail, eh bien, il va mourir. Voilà, tout simplement. Donc, il faut qu'il se dépêche de faire ce travail pendant... Il a ces 2 jours. Alors, des fois, c'est plus ou moins rapide.
Est-ce que vous l'aidez des fois si vous voyez que... Alors, quand on les a en incubateur, oui, on peut les aider. Maintenant, dans la nature, voilà, ça ne se ferait pas comme ça. Les parents ne vont pas aider le petit à la coquille, absolument pas. Non. Soit il vient au monde, soit il ne vient pas au monde. Ça, c'est on va dire la sélection naturelle qui va se faire à ce moment-là. Alors, il est sorti de cette coquille. Évidemment, maintenant, il a faim. Il va falloir lui donner à manger. Maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Des insectes et des vers, non? Des insectes, des vers. Moi, je prends toutes les réponses. Allez-y. Des graines aussi, non? Des graines, Jaune d'œuf des jaunes d'œufs, mélangé avec... la mayonnaise. Des pipettes, pas de l'eau. Oui, mais quoi dans la pipette? Le lait. Du lait, Ben oui, des graines. des graines, De la viande hachée un petit peu pour... du steak. Enfin, non, mais un peu... pas haché, mais... Déchiqueté quoi. oui, mais je sais plus où il ça. Ah, pour l'injecter, tu grandis ça et tu veux comment t'es pour l'injecter? Bon, je vais vous donner la réponse. Effectivement, je pense que vous êtes au plus près. Le rapace est un carnivore. Oui. Est un oiseau carnivore. Donc, il ne mangera automatiquement que de la protéine animale. Alors, le fait est que dans la nature, vous avez des toutes petites espèces, des très grosses espèces. Donc tous ces oisillons vont manger, si c'est des toutes petites espèces, ça peut être des insectes, ça peut être des vers, tout à fait. Maintenant, sur les espèces plus grosses et moyennes, ça sera ce que les parents iront chasser, quoi qu'il en soit. Donc ils vont nourrir leurs petits avec ce qu'ils mangent eux-mêmes, tout simplement. Nous, on a des moyennes espèces, donc ils mangent directement de la viande, automatiquement. Donc effectivement, on va décharner sur les bébés, on va décharner de la viande. Donc il n'y aura ni os, ni poils, ni duvet, ni plumes, ni rien. Que de la viande. On commence à introduire les os assez rapidement, mais broyés, pour qu'ils aient du calcium, puisqu'ils ont une croissance assez rapide. Donc automatiquement, il va falloir leur donner ce calcium. Autre chose, tous les oiseaux ont une pelote de réjection à faire. Vous êtes au courant de ça? Vous savez que les rapaces font des pelotes de réjection. Qu'est-ce que c'est? Alors, les pelotes de réjection, je vais vous montrer, je vais vous faire passer. C'est ça les pelotes de réjection. Alors je vais vous expliquer. C'est tout simplement que toutes les matières, faites passer s'il vous plaît, si vous voulez regarder et faire passer en même temps. Donc ce sont toutes les matières dures, donc tout ce qui est os, poils, duvet, tout ça. Eh bien, les oiseaux vont stocker ça donc dans une poche, dans un jabot, et tous les jours, eh bien, ils vont recracher cette pelote. Donc toutes ces matières vont venir ressortir tout après la digestion. C'est quoi ça? Alors, là je vais vous présenter une petite chouette. C'est une chouette espèce. La dame blanche de la nuit ou la chouette des clochers, elle a 3 noms, cette chouette. Et là je vais vous montrer l'œuf duquel elle est sortie, cette petite chouette. Regardez. C'est chouette tout ça. C'est l'œuf duquel elle est sortie. Ah ouais, d'accord. Alors, je vais vous poser la question. Quel âge a cette Ah, moi je veux bien voir aussi. Elle est de cette année. 6 mois 6 mois 5 mois. Elle a encore un an. Non, moins. Je dirais même moins. Alors cette chouette a 2 mois. Cette chouette a 2 mois. Alors très honnêtement, elle a un tout petit peu plus de mois. Mais il a fallu 2 mois pour qu'elle soit volante. Entre le moment où elle est sortie de cet œuf et le moment où elle a volé, eh bien il a fallu exactement 63 jours. Et pendant ces 2 mois, donc évidemment une croissance très rapide,
Il mange, maman. Il mange le lait. Alors pour pouvoir arriver à une croissance aussi rapide, tous ces oiseaux mangent énormément, puisqu'ils mangent 2/3 de leur poids par jour. C'est ce qui leur permet donc cette croissance aussi rapide. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de calcium. C'est très important d'avoir des apports pour que donc leur ossature qui pousse extrêmement vite puisse évoluer dans les meilleures conditions. Alors arrivé à la taille adulte, ils mangent encore 1/3 de leur poids. Donc ça mange encore beaucoup. Ça manque, maman. Alors justement, le fait de manger énormément, on profite donc de cet instant de nourriture pour pouvoir leur apprendre les choses, pour pouvoir leur passer ces stress qui seraient naturels chez ces oiseaux. Eh bien, on va leur présenter des lieux différents, on va leur présenter des gens différents, puisque vous faites partie de cette éducation. Presque un tiers de son Ils poids. voient des têtes différentes. Imagine si nous on devait manger. Alors quand ils sont bébés, c'est pire. C'est parfois par jour, c'est 2/3 de leur poids. Tu connais pas le ramadan ou quoi? Ah non, non. Pendant un stress, Allez, ma fille. Quand il jeûne. Comment Quand il jeûne. Quand ils jeûnent Oui. On ne peut pas trop jeûner. Ah. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas besoin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut affamer les oiseaux pour avoir un résultat. Vous voyez qu'il n'y a absolument pas besoin de ça. Au contraire, c'est présenté au moment du nourrissage pour que tout se passe très bien. Oui. Nous sommes les amis des bêtes. Alors, petite chose aussi, je vous ai parlé de la croissance. Donc, quand les oiseaux ont à peu près une dizaine de jours, ces bébés ont une dizaine de jours, il va y avoir de leur corps des sortes de petites capsules qui vont commencer à sortir de leur chair. Et dans cette capsule va se former la plume. Donc la plume va être en croissance, elle est nourrie par le sang, donc elle va percer cette capsule et elle va continuer son chemin jusqu'à arriver à sa taille maximale. Je vous ai apporté une grande plume, donc là vous voyez il y a un tube central qu'on appelle le rachis et c'est là-dedans que circule le sang et nourrit la plume. Quand la plume est arrivée à sa taille maximale, le sang va être réaspiré par la chair. Donc la plume va être sèche, creuse. Et quand l'oiseau est sec, eh bien on dit qu'il est prêt à voler, puisque la plume va prendre toute sa rigidité. Elle veut pas voler. Ce processus, donc pour cette couette, il va falloir compter ces 2 mois pour l'obtenir, tout simplement. Alors, les oiseaux ne grandissent pas plus. La fin de leur croissance est quand ils sont capables de voler. Ce n'est pas comme un être humain qui a une croissance assez longue. D'accord, donc ça veut dire que celle-ci ne deviendra pas plus grande. Non, non, non. La croissance est finie quand il est capable de voler. Alors la seule chose qui peut être différente sur un juvénile et sur un oiseau adulte, c'est soit la différence de couleur de plumage. Donc là, on peut se rendre compte, pas sur cette espèce, mais sur d'autres espèces. Et sur d'autres espèces également, une envergure plus importante chez les juvéniles, puisqu'ils compensent leur manque de musculature par justement une grandeur de plume supplémentaire, une taille de plume supplémentaire. Et puis sur certains individus, certaines espèces, pas individus mais espèces, il n'y a absolument pas de différence. Et là, on dirait qu'elle a encore divisé, mais en fait, elle restera comme ça. En fait, elle a effectivement, on peut voir un petit peu de duvet sur le plumage. Si vous êtes bien observateur, on peut effectivement voir encore quelques petits duvets. C'est le signe en fait que voilà, c'est vraiment un bébé. On ne vous trompe pas. Maintenant, ce sont des oiseaux qui reproduisent une fois par an et au printemps. Donc, là, c'est une dernière nuitée qu'on a eue au mois de juin. Juillet, ceux-là. Donc, on est vraiment sur la fin du temps. Pareil, comme d'hab, fais attention. Elle arrive, vous avez son bras. Donc, c'est toujours mon temps. Cette pause
franchement. Là, au moment où elle arrive, hop, tu baisses un petit peu, et t'as vu, c'est limite. Tu regardes pas. Pas ton gosse, elle te regarde pas. Attention. Un vrai chien, non. Elle te regarde pas. Là, voilà. Là. Oui, ta main droite maintenant. Faut focaliser dessus. Là, quand on arrive comme ça, tac, ici. Là, ta main, elle arrive pas là. Donc ça marche pas. La précision est très importante pour les oiseaux. On leur donne des codes en fait. Voilà, non, il y a un tas de petits On simplifie la gestuelle. Elle a le bec qui se croise comme ça. Et ça, c'est une anomalie de la nature. Hein, dans la nature, Elle a un bec déformé en fait. Le mandibule qui part à droite, peut-être qui part à gauche. Donc, on est obligé en fait de régulièrement tailler le bec. Sinon, au bout comme le bec, je vous ai dit, c'est de la thérapie, ça pousse. Donc, c'est une croissance continue. Elle ne peut pas s'user le bec dans le frottement. Donc, dans la croissance, le bec va se croiser et elle ne pourra plus l'ouvrir pour pouvoir s'alimenter. Le nombre de bouts de viande qu'il avale. Ah, c'est pour ça que certains Le nombre de steaks qu'on oiseaux, sont obligés d'avaler, nous. avec les os de sèche, c'est pour ça que certains oiseaux, on utilise des os de sèche. C'est impressionnant quand même. Ouais. Et ça les rend pas malades. Ça les rend pas malades. Ah ben non, dans la nature, en fait, tant qu'ils peuvent manger, ils mangent. Ça mange matin, midi et soir, quoi. Ah non, une fois. Une fois. Une fois par jour, Une ça. fois par jour, les oiseaux, oui. Le matin ou le soir qu'ils mangent? Ça dépend, pour nous en tous les cas, ça dépend du moment où on va les faire voler. Si on profite de les faire voler pour les nourrir, et le soir on les repasse. Oui. C'est impressionnant, c'est pas mal. Au dodo, il reste un qui arrive. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle, mais peut-être auriez-vous des questions? Combien d'œufs ils font dans l'année quand ils sont... Alors, une nichée. Une nichée. Dans la nature, à moins qu'elle soit prédatée, cette nichée. Mais sinon, une nichée. Une deuxième si elle est prédatée. Là, je vous parle des oiseaux de la nature. Nous, quand on prélève les œufs, on va mettre des fausses œufs à la place. Et il y a des années où on va laisser les petits éclore sous la mer et on va les retirer après. Alors, aussi une petite chose que je peux préciser, parce que je sais que dans vos têtes de maman et de papa, oh les pauvres parents, on leur a retiré leurs enfants. Hein? Ah, c'est vrai. Ils sont sauvés, non? Alors non, il n'y a pas, justement, ce ne sont pas des mammifères. Le mammifère va penser comme ça. Le mammifère a ce besoin d'avoir sa progéniture. Tandis que le rapace, pour remettre les choses à leur place, même dans la nature, des fois, ça peut arriver. Ils n'acceptent pas, ils peuvent ne pas accepter leur petit goût dans la nature. Ils vont reproduire pour... Ils vont se reproduire pour faire perdurer la race, mais pas pour eux-mêmes. Il n'y a pas de tendu chez les rapaces. Alors déjà, il n'y a pas de tendu. Il n'y a pas de tendu. Je m'explique. Déjà, le rapace, s'il manque de nourriture, il ne peut pas chasser pour se nourrir, pour venir à ses propres besoins, il va se nourrir de ses petits. Ah ouais, carrément. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de tendu. Autant je vous ai parlé de autant avec la progéniture, il n'y a pas de sentiment. Absolument pas. Donc c'est juste l'acte de faire Moi, je veux bien. travail. Donc d'avoir ces œufs, d'amener les œufs jusqu'à l'éclosion. Donc des années ça marche, des années ça marche pas. Il peut y avoir une problématique dans la population, mais il peut arriver que les œufs n'ont Ah, plus. ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Hein. Je vais manger, c'est pas mal. Après, le fait d'avoir
Tu peux pas acheter, là, tu vas pas J'ai bien bossé, ça c'est bien aussi mentalement. Je peux lui demander. Maintenant, après, élever le petit, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, dans la nature, ce qui est important, une femelle, elle a 3 mois. Alors, levez-le un peu plus, quand même. Alors, le petit cri que vous entendez, c'est un cri de satisfaction. Ils entendent de ce qui se passe avec une belle filière, un petit filin. Donc ça, c'est un petit cordon ombilical avec lequel on commence à travailler. Elle est trop belle. Alors ça, c'est une petite chouette chevêche. Oh, Toute petite celle-là. C'est une toute petite chouette qui vit par chez nous, qu'on ne voit que très rarement puisqu'elle est très très furtive, elle est très très peureuse. Ben, de par sa taille, elle est prédatée, bien évidemment, déjà. Elle peut venir sur mon dos ou pas? Je peux vous la poser, mais bougez pas, par contre. Bougez pas. Hein. Bougez pas, vous. Laissez-vous faire. Je ne veux pas quitter mon bras. Elle connaît ça. Ah ouais, ça sert. C'est normal. Hein, C'est pas une question de c'est sentir. Hein. Ah non, Non, absolument pas. c'est de ski. Fan, tu l'as prise? La question, c'est que Ah ouais, ça sert. Hein. L'équilibre, l'équilibre en fait, c'est au fauconnier de tenir son gant correctement. Ça c'est clair que c'est correctement que c'est les petits oiseaux qui arrivent à attraper les petits rongeurs, les gros insectes. ouais. Des mulots, des trucs comme ça. Taille, hein. Alors, c'est vrai que c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition, mais en tout cas qui est assez sensible. Pour une raison simple, la dégradation de leur environnement. C'est-à-dire leur habitat disparaît, ça vit dans les vieux vergers. Et dans les vieux vergers, il y a les vieux arbres, souvent les vieux arbres creux. Les vieux fruitiers, souvent, sont creux. Alors malheureusement, de plus en plus, dans tout ce qui est production intensive, hein, dans tous les domaines, eh bien, un arbre qui vieillit, c'est un arbre qui perd du rendement. Donc on le coupe, on plante un jeune arbre. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'habitat pour les chevêches. Et en même temps, ben, les produits phyto qu'on met sur les arbres pour éviter les insectes, ils n'ont plus de nourriture aussi. Donc plus d'habitat, plus de nourriture, l'espèce disparaît. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser en fait certains vieux arbres. Et il faut dans certains aménagements qui ne coûtent rien quelque part sur des zones qui ne sont pas cultivées, il vaut mieux justement implanter ou essayer de favoriser des zones de refuge pour la faune. Et là on pourra encore avoir la chance de voir, d'observer des animaux qui sont en plus utiles dans notre écosystème parce que les surplus d'insectes avec des produits ça va tellement vite, mais si on avait un peu plus de chouettes et chevêches, ce serait beaucoup plus naturel. Parce que c'est vrai que la nature a prévu ce genre de choses, hein, que ce soit les faucons cresserelles, il y a d'autres rapaces comme le faucon auberon qui ne mangent que des gros insectes. Et on doit passer le soir, le matin, au crépuscule, et les lucanes, enfin tout ce qui est gros coléoptères, qui font des énormes trous, les larves dans les arbres, et eux, ils sont là pour manger ce genre de nourriture. Donc ça fait disparaître, en tout cas, un équilibre. Mais si on retire ces prédateurs, bah après, forcément, il y a un déséquilibre. Et là, c'est les arbres qui prennent, et c'est la nature en elle-même. Voilà. Là, il a quel âge celui-ci? Même âge que les petites chouettes les sont. Ah, c'est c'est une nichée de... Encore un peu de duvet sur la tête. Ouais. Ils sont que des jeunes de cette année qu'on vous a Ouais, présentés. c'est pas la chaîne manger. Alors juste pour finir, je veux juste finir ce que j'étais en train de dire pendant que le cresserelle était là, que vous compreniez aussi comment fonctionnent ces oiseaux. Donc quand les petits sont arrivés à maturité, c'est-à-dire quand justement ses plumes sont allongées, quand l'oiseau est sec, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les plumes, quand il est capable de voler, les parents vont observer donc le vol de ces oiseaux, et quand ils vont observer surtout que ces oiseaux ont fait des premières captures, donc sont capables de se nourrir seuls, là à ce moment-là les parents vont les chasser de leur territoire, jusqu'à les tuer s'ils restent sur le territoire des parents. Oui, puisque c'est pour éviter d'hypothéquer le capital nourriture de ses parents et surtout le capital reproduction de l'année d'après. Donc c'est très important pour ces parents de garder la mainmise sur leur territoire. Donc les petits, après, ils doivent voler de leurs propres ailes. Voilà. Et vous les mettez où? Pardon? Oui, là, en captivité, vous
Bah après, c'est nous qui les gérons, donc après, ils ont chacun leur Vous les espace. envoyez ailleurs ou c'est gardé ici aussi? Ah, c'est interdit. Alors, autant il est interdit que je rentre des oiseaux de la nature, autant il est interdit que je relâche. Non, mais Dans là, par oiseaux. contre, Échanger avec d'autres. Ah, mais après, bien sûr, il y a des échanges, il y a tout un tas de choses qui se passent entre professionnels, puisqu'il faut des autorisations pour détenir ces oiseaux. Donc, c'est que des échanges entre professionnels. Et le transport, il se fait comment? Les transports dans les caisses de transport, D'accord. sur des lits de copeaux où ils peuvent se coucher, être tranquilles et pas se fatiguer. Et ça se fait en voiture, il n'y a pas de transport Ça se fait en spéciaux. voiture. Nous, on a un véhicule qui est adapté à ça. Non, je veux dire, ça pourrait se faire en train ou... voilà. Ah non, c'est nous qui... Ah non, surtout pas. Il n'y a aucune personne non habilitée à déplacer les caisses des oiseaux qui Voilà, peuvent oui, toucher c'était ma donc question. ces caisses des oiseaux. Ça se Non. d'accord. Il n'y a que nous qui déplaçons ces oiseaux. Mais quand vous faites des longues distances, par exemple, je sais pas, l'Allemagne ou Ouais. dans l'Europe, vous les amenez pas en avion? Non. Jamais? Non. Après, il y a des transits, on va dire, mais ça, c'est autre chose. Il y a effectivement des boîtes spécialisées pour ça, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en général, on les déplace. Puis on n'a pas en voiture. Voilà. Bon. Eh bien, merci. Vous avez eu assez d'informations? Oui.